Ce qui est simple est vrai. Voilà une acception fort simple en apparence, et vraie tant que l'on ne parle pas de choses sérieuses. Le monde, par exemple, n'a rien de simple. Le monde est-il donc controuvé? Le racisme est une chose simple et vraie. La peur de la différence est d'une simplicité vulgaire. Ce qui est simple et vrai est une formule qui s'applique très bien aux choses abjectes de notre monde. Et il me semble que le monde devient de plus en plus simple à comprendre à mesure que le temps passe. Mais en a-t-il jamais été autrement pour qui que ce soit? Il y a pourtant tant de fois où il aurait pu être autrement, par des remises en question triviales. Why did you do it? What did you hope to accomplish by doing all of this? I don't know. I wanted to save the world. Le végétarisme en est un exemple, une remise en question qui paraît superficielle. Pourtant, dans un monde où manger de la viande implique que les plus démunis ne mangeront pas du tout, la question est-elle encore aussi triviale qu'elle le paraissait? Le fait n'en est pas moins d'une simplicité affligeante à changer. Interdisons de manger de la viande? Une pareille tentative est faite avec le féminisme. Les injustices de cet ordre n'en continuent pas moins d'être perpétrées. Bien, allons plus loin. Montons la condamnation d'infraction au point que les criminels en auront trop peur pour s'y risquer. Encore un cheminement simple et vrai. Là est toute la frustration de notre monde, qu'il est le réservoir de potentialités immenses et qu'une fraction infiniment basse et maigre en émerge seulement, souvent, par-dessus le marché, les moins souhaitables. Une quantité ahurissante de choses sont possibles dans ce monde pour un seul individu. Multipliez cette quantité ahurissante par plus de 7 milliards. Les choses qui restent impossibles peuvent être comptées sur les seuls doigts de la main d'un cul de jatte. Ce qui freine ces changements dont la plupart sont conscients, ce sont les désaccords. Être en harmonie sur l'idée d'un changement radical ne nous fait pas défaut. Le comment de ce changement est en revanche le point de discorde qui nous entrave. Certains caractères avec qui je me sens des valeurs communes en promulguent d'autres qui me révulsent. Ainsi en va-t-il de la religion de Gandhi. Tout commença par une prise de conscience de cet homme. Face à une injustice comme sa communauté en connaissait des tas, il commença de refuser d'exercer son métier d'avocat en Inde, sa terre natale. Le projet politique d'une autre société remonte probablement à cette confrontation avec la réalité de l'iniquité. Les incidents d'Afrique du Sud, où il s'exila par la suite, achevèrent de former sa vocation. Face à tant de vies dont le maintien relevait de la torture, il semble qu'il commença de s'interroger sur l'euthanasie. Un fort militantisme accompagnait cette prise de conscience. Déjà, le principe de non-violence se dégageait dans ses prises de position. Les siennes et celles qu'il inculquait à qui était assez humain pour le suivre. La vérité est dans la simplicité, dit un certain adage. Gandhi n'est pas un poète au sens conventionnel du terme, mais ce qu'il professe, bien que bouleversant car très différent de ce qui accourt, n'a rien que de très simple. Gandhi n'est pas un poète au sens conventionnel du terme, disons-nous. L'absurdité dans cette occurrence consiste à concevoir une conventionnalité poétique, la conventionnalité d'un art qui se veut une invitation à toutes les remettre en cause. Déjà à cette époque, il prend position sur le sujet de l'euthanasie et se déclare en faveur, voyant la mort comme une gratitude quand la vie d'un individu ne lui est qu'une suite de souffrances. La poésie de Gandhi ne passe pas par sa pratique d'un art, mais par son humanité, rigoureuse, formée par de solides principes, inspirante, belle, émouvante. La religion, par lui, acquiert une beauté certaine, même à mes yeux, et compte tenu de mes désaccords, je vois de la beauté dans sa pensée religieuse. Les succès publics de Gandhi ne tardent pas à gagner en ampleur. Cela passe surtout par les satyagrahas, ou le principe de désobéissance civile, une protestation non violente. Gandhi commence d'ébaucher son plan d'une société nouvelle, pacifique et viable, en prenant en compte les critères économiques et politiques. L'événement appelé de la marche du sel sera son premier succès à avoir un écho mondial. La marche,
à but de survie alimentaire, se fera sans un éclat de violence, ainsi qu'il le voulut et ainsi qu'il le travailla. Ses idées sur le végétarisme, qui ne relevaient que du bon sens, connurent de nombreux relais. À mesure qu'il prenait de l'importance sur le plan politique, Gandhi se mit à concevoir plus en détail ses idées sur cette dimension du monde. Il formalisa le Swaraj, ou le principe d'indépendance étatique, qui faisait cruellement défaut à l'Inde, alors sous le joug de la colonisation anglaise. À cette occasion, la question de la place de la femme dans la société revêt l'importance qui lui est due. Quand Gandhi exprime ses idées sur la question, la chose paraît d'une évidence appétissante. Le projet Quit India, qui a pour vocation de donner à l'Inde son indépendance, occupe ensuite son temps et son énergie. Le spectre de la Seconde Guerre mondiale donne au mouvement une importance de premier plan. Bien que ces idées n'aillent pas dans le sens des politiques au pouvoir et qu'ils subissent plusieurs incarcérations, à chaque fois, le soutien populaire à l'égard de Gandhi lui vient à la rescousse et le sort des situations les plus dramatiques, allant jusqu'à le faire libérer de prison quand bien même les charges qui l'y avaient conduit sont toujours en cours. Preuve en est, s'il le fallait, que la politique cède toujours quand le peuple se dresse contre lui. Mais le parcours de Gandhi n'est pas fait que de succès, loin s'en faut. Parmi ses échecs, il faut mentionner que la communauté qu'il était parvenu à fédérer ne restait soudée que du fait de sa présence, comme l'ont prouvé les fois où les circonstances l'ont séparé des siens. Pire encore, les principes bouddhistes qu'il prodigue sont maintes fois repris et corrompus par des opportunistes qui ne voient en son influence qu'une occasion de prendre du pouvoir. Le massacre d'Armistar est un assez bon exemple des dissensions qui ont cours au sein de sa communauté. Pire que cela, Gandhi se retrouve dans la position intenable où les injustices qu'il combat viennent à son profit. Notamment, on peut noter que l'Inde opérera plusieurs censures dès qu'il est question de sa figure iconique, quand bien même Gandhi s'y opposait farouchement. Les choses allant, Gandhi se voit dépassé par ce qu'il a insufflé parmi son peuple. À contre-cœur, il se voit donc contraint de concéder à une Inde désunie. La fidélité farouche qu'il met à ses principes est notoire et force l'admiration, à tel point qu'il semble parfois que son attachement à ses convictions tienne de la folie. Des leçons qu'il y a à tirer de son parcours, bien modestement, je relève qu'il n'a jamais envisagé la politique comme un ennemi à évincer, mais comme une entité de toute façon présente et indispensable qu'il convenait de changer, mais non d'effacer. Dans la popularité active et puissante qui a été la sienne, j'y vois aussi un signe d'encouragement pour la tâche qui est la nôtre actuelle. Le satyagraha qu'il a popularisé, la désobéissance civile dans la non-violence, reste un idéal d'actualité. D'actualité ne veut pas dire efficient. Comme il l'éprouva lui-même, comme il finit par l'admettre à l'orée de ces dernières années, la désobéissance civile et la non-violence sont inefficaces et inopérants en cas de force majeure. Le suicide collectif mondial me paraît être un cas de force majeure. Au même titre que la poésie, j'aime avoir le satyagraha comme une intention, un idéal, et non comme une pratique à transposer telle qu'elle dans le monde pratique. Bien que Gandhi m'inspire une admiration et un respect sans bornes, je n'ai pas de mal à être en désaccord avec nombre de ses idées. Étant su qu'il a lui-même laissé libre cours à la violence quand il était dans l'impasse, lors de l'invasion japonaise, je ne crois pas que ce désaccord soit une contradiction fondamentale. Actuellement, il faut entendre que nous sommes, globalement, dans une posture de non-violence. Et le fait est que nous, j'entends les vivants, nous perdons. Alors j'estime que la question de la non-violence est une aspiration que nous serons en droit d'avoir une fois le danger de la mort écarté. Tant que nous sommes menacés d'extinction directe, je vois cette posture passive comme une violence de plus à celle générale.